Alors bonjour Thomas Vescovi, Bonjour. bienvenue sur Voix Populaire. Vous êtes historien, auteur de plusieurs livres en lien avec la question israélo-palestinienne, en tout cas sur Israël, sur la Palestine, dont le dernier est paru en 2021 aux éditions La Découverte, Mhm. L'échec d'une utopie, une histoire des cochons d'Israël. Merci d'avoir accepté mon invitation, merci pour votre disponibilité. Bon, je tenais à ce qu'on puisse quand même discuter de ce qui se passe en ce moment. Mhm. Avec les informations qu'on a. Et du coup, justement, avant toute chose, je pense que je vais essayer de poser le contexte de ce qui se passe dans la région de Gaza Mhm. euh, en ce moment, avec les informations que j'ai de la presse de ce matin, quoi. Mhm. Juste pour que les gens soient au clair. Nous, au moment où on parle, on est le jeudi 12 octobre, en milieu de journée. Et voilà, il y a certains éléments qui peuvent évidemment évoluer très rapidement, Mhm. juste pour que les gens sachent dans quel cadre nous on discute. Donc, après l'offensive du Hamas menée le 7 octobre dernier, je ne vais pas re-rentrer dans tous les détails. La riposte israélienne ne s'est pas fait attendre. On compte aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, 1200 victimes du côté israélien, avec 150 personnes prises en otage par le Hamas, d'après ce qu'on sait. Et en tout cas, déjà 1200 victimes du côté de Gaza, dont de nombreux civils, tués par des raids aériens israéliens. Les combattants du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, ont eux tiré des roquettes sur Israël, dont l'une aurait touché un hôpital à Ashkelon, dans le sud d'Israël. Benjamin Netanyahou a qualifié l'offensive massive du Hamas de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Son ministre du Renseignement, Gilad Gamiel, a quant à lui affirmé qu'il fallait éradiquer le Hamas pour dissuader l'islamisme violent dans le monde. Israël a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture de la bande de Gaza. La seule centrale électrique du territoire est à l'arrêt faute de carburant et ses hôpitaux manquent de matériel, sont débordés par l'afflux de blessés. L'ONU a affirmé que ce siège était interdit par le droit international humanitaire. Selon la Croix-Rouge à Genève, des ambulances ont été prises pour cible hier, provoquant la mort de 4 auxiliaires médicaux du Croissant-Rouge palestinien. L'ONU a annoncé que 11 employés de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont été tués depuis samedi à Gaza. Et la mobilisation militaire d'Israël se poursuit avec le déploiement de chars par le sud euh, du pays. Juste pour terminer le tableau, moi j'ai entendu un témoignage de Léo Camp, qui est le chef de la mission Médecins sans frontières basée à Jérusalem. Il dit que la situation à Gaza est catastrophique, je cite. Il y a peu de mots pour décrire ce que les gens y vivent actuellement. L'intensité est différente des attaques précédentes et aucune issue n'est visible aux yeux des personnes sur place. Des immeubles entiers sont détruits, les hôpitaux sont débordés, les blessés arrivent dans un flux continuel, les équipes médicales sont épuisées, elles sont mobilisées 24 heures sur 24 pour accueillir les patients. Voilà à peu près ce que l'on sait aujourd'hui. Par ailleurs, pour peut-être terminer le contexte, il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est arrivé à Tel Aviv aujourd'hui. Et donc, faut savoir que les États-Unis, d'après ce qu'on sait, ont déjà fourni une aide militaire supplémentaire à Israël depuis le début du conflit contre le Hamas. C'est ça? Est-ce que vous êtes... C'est ça. Du coup, est-ce que, moi, c'est ma première question, cette aide supplémentaire des États-Unis, est-ce qu'elle montre que la communauté internationale, en tout cas du côté des États-Unis, euh, on préfère soutenir la guerre, en fait, plutôt que de prôner un cessez-le-feu? Ou ce serait trop simple de dire ça? Alors d'abord, merci pour votre invitation. Disons que d'abord, pour refixer le cadre très clair, ce qui s'est passé cet octobre, c'est qu'il y a eu une opération de grande ampleur menée par le Hamas et visiblement appuyée également par le djihad islamique palestinien sur le sol israélien. C'est historique dans le sens où, pour la première fois de l'histoire d'Israël, des localités israéliennes sont occupées par des groupes armés étrangers. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. Et ça s'accompagnait également de crimes de guerre, il faut être très clair sur ça, et de massacres sur des civils, notamment dans les villages des kibbutz, Be'eri et d'autres qui ont été mentionnés à plusieurs reprises dans les médias.
Le Hamas et le Djihad islamique palestinien sont considérés par les États que vous avez cités, États-Unis, Union européenne, comme des groupes terroristes. Dès lors, il est impensable pour ces États-là de considérer les deux forces en présence comme des égaux, comme des parties avec qui on va négocier. C'est-à-dire que l'idée centrale, quand on considère un groupe comme terroriste, c'est que la seule solution est son élimination. Donc, on n'a pas de relation avec elle, il faut l'éliminer. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que le Hamas, par rapport à l'ampleur des victimes civiles qui ont été faites et du traumatisme qui est causé à Israël, il y a en Israël un choc tel que sur ce point-là, et vraiment seulement sur ce point-là, je peux accepter la comparaison avec le 11 septembre 2001, en termes de choc et de traumatisme, en fait. C'est-à-dire l'idée que plus rien ne sera jamais comme avant et que les Israéliens sont réveillés un matin en découvrant que leur sécurité était complètement en faillite et qu'ils étaient vulnérables. Vous mettez tout ça bout à bout, vous vous rendez compte à quel point est-ce que les alliés d'Israël historiques, que sont notamment les États-Unis et une partie des pays d'Europe de l'Ouest, sont face à un événement historique et chaque chef d'État, chaque diplomate sait qu'il doit être à la hauteur de l'événement. Et pour eux, être à la hauteur de l'événement, ça signifie, ça se traduit par participer, un tant soit peu, activement, indirectement, à une opération qui vise à détruire, éliminer le Hamas. Là-dedans, naturellement, il y a la question des civils de Gaza qui va se poser et qui se pose déjà. Médecins sans frontières, Amnesty International, vous l'avez signalé, alerte sur les crimes de guerre commis, avec notamment apparemment des bombardements au phosphore blanc par l'armée israélienne. Il me semble d'ailleurs que c'était le même type d'armement qui avait été vu sur le territoire ukrainien par la Russie. Et là, pour autant, on n'a pas les mêmes condamnations. Il faut quand même le signaler. Ceci étant dit, il est certain que l'opération que se prépare à mener Israël, même si on n'en connaît pas encore tous les détails, va être extrêmement coûteuse en vie humaine. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir de l'état d'esprit d'un nouveau cycle de violence qui va à un moment donné s'arrêter par des négociations. Quand on écoute la presse israélienne, quand on lit la presse israélienne, quand on écoute les dirigeants israéliens et même quand on discute avec des Israéliens, on se rend compte que pour eux, là, il y a un choc tel qu'il n'y a pas d'histoire de négociation. Il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout du plan, si même ça doit passer par, et je suis clair dans mon propos, même ça doit passer par raser une partie de la bande de Gaza. Et c'est là où nous, ça doit vraiment nous alerter sur le fait que, en tant qu'expert ou même en tant que personne, comme on peut l'être, solidaire des droits du peuple palestinien, on sait à quel point est-ce qu'une situation de chaos, de non-respect du droit international, du non-respect du droit humanitaire, fait le lit de tous les mouvements armés, y compris et notamment les plus réactionnaires et extrémistes. Euh, Avant de reparler justement de comment est-ce que nous, on pourrait idéalement trouver des issues à ces afflux de violence et à la mainmise en fait des groupes armés sur la situation dans la région. J'aimerais juste revenir sur, selon vous, qu'est-ce qui explique cet événement sans précédent, comme vous l'avez rappelé. On sait, justement, j'ai rappelé la venue de Anthony Blinken, c'est pas pour rien non plus qu'il vient voir Israël. On sait qu'il y a des négociations en cours entre l'Arabie Saoudite et Israël pour une normalisation qui est soutenue par les États-Unis notamment. Est-ce que c'est une des raisons qui explique les agissements du Hamas, selon vous? Enfin, je pense que l'opération menée par le Hamas, elle s'inscrit dans un cadre à la fois effectivement sur un temps court et un temps long en fait. Sur le temps long, c'est d'abord rappeler que avant le 7 octobre 2023, il n'y avait pas de paix, pas de négociation et ni même de processus de paix. Il y avait une situation de pourrissement complet de la situation palestinienne avec un désintérêt complet pour le droit des Palestiniens. À titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2023, donc entre le 1er janvier et le 7 octobre, on avait 320 attaques de colons en Cisjordanie sur des civils palestiniens. On avait 235 Palestiniens tués, dont 115 civils, sans aucune protection, sans aucun accès à la justice.
on avait des provocations récurrentes des colons et des fanatiques religieux sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Vous avez en fait, depuis la création d'Israël en 1948, toute une série d'exactions et d'injustices qui ont été perpétrées contre les Palestiniens qui n'ont jamais été ni résolues, ni même un début de justice rendue. On peut commencer par 48, nettoyage ethnique de la Palestine avec 800 000 personnes expulsées, 67 conquêtes des territoires, etc. On ne va pas tout refaire le processus non plus. Mais c'est pour vous dire que dans le temps long, il y a tout un ensemble de résolutions onusiennes que Israël n'a jamais respectées, avec l'impunité appuyée notamment par États-Unis et une partie des pays d'Europe de l'Ouest, il faut le dire aussi, et qui donc, côté palestinien, l'opération de 7 octobre, elle s'inscrit en fait dans toute cette longue durée d'injustice perpétrée et de haine, de frustration et de colère qui a germé, qui a vraiment été, qui a explosé cet octobre. Sur un temps beaucoup plus court, effectivement, vous avez en fait depuis notamment 2 ou 3 ans la multiplication d'accords dits de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, où l'objectif est de parvenir à des relations beaucoup plus stables et pacifiées entre donc, Israël et ses États, donc le Maroc, le Soudan, Bahreïn, Émirats arabes unis et potentiellement prochainement l'Arabie saoudite. Sauf que ces accords sont à chaque fois faits sur le dos des Palestiniens. C'est-à-dire que ces accords, ils visent en priorité, notamment, à rompre avec une tradition du monde arabe qui était de considérer que pas d'accord avec Israël ni de pacification avec Israël tant que les Palestiniens n'avaient pas des droits respectés. Ces accords sont justifiés par les États arabes sous l'argument de dire on a essayé le boycott, on a essayé, ça n'a pas marché, donc maintenant on va essayer autre chose, c'est de tisser des relations avec Israël pour voir si on peut faire pression. Il n'en reste pas moins que les États qui ont fait ces accords depuis maintenant 2 ans n'ont absolument aucune marge de manœuvre sur la politique israélienne. Et pire encore, il faut le dire, quand on passe des accords de normalisation avec les gouvernements les plus à l'extrême droite de l'histoire d'Israël, on donne du grain à moudre à ce gouvernement auprès de sa population israélienne, qui est de dire, regardez, nous au moins, on est des extrémistes, on est des durs de l'État juif et d'apartheid, mais pour autant, on a des accords de paix historiques avec des États arabes. Donc en fait, ça valide l'idée en Israël que quand on montre le muscle, quand on montre les dents, eh bien les États arabes, ils se plient devant nous et ils font des accords avec nous. Bon. L'idée du Hamas est, tout en prenant en compte la question des crimes de guerre, il ne faut pas les exclure de tout ça, ça a été à mon avis 2 choses. Le premier, politiquement par l'ampleur de l'attaque, de complètement renverser la donne en démontrant que les Palestiniens étaient toujours là et que la guerre, entre guillemets, n'était pas terminée et qu'on ne pouvait pas faire fi du sort des Palestiniens, qu'aucune pacification au Proche-Orient n'est possible sans, au préalable, pacifier et trouver une solution à la question palestinienne, notamment la justice aux Palestiniens. Et par rapport aux crimes de guerre, il faut être très clair, l'idée aussi, c'était de véritablement terroriser la population israélienne en démontrant à quel point toutes les cibles, y compris les cibles civiles, pouvaient être prises pour cibles tant qu'il n'y aurait pas comment dire, de prise de conscience ou de solution apportée là-dedans. Reste que cette stratégie, je le dis et je l'ai dit notamment sur les réseaux sociaux, elle est extrêmement caduque. Pour donner un exemple, dans les années 70, déjà, et surtout années 90, certains groupes armés palestiniens avaient estimé qu'il fallait considérer l'ensemble des Israéliens comme des colons potentiels, parce qu'ils occupaient une terre qui leur semblait être spoliée et usurpée. Et il fallait également les prendre tous pour cible, parce que c'était tous des soldats potentiels. Et l'idée, c'était de dire qu'en les prenant également pour cible, on allait pousser la société israélienne à s'interroger sur elle-même par rapport à la question palestinienne, et on pourrait ainsi les fragiliser. Historiquement, c'est l'inverse qui s'est passé. Ça a toujours renforcé les ailes les plus droitières, les plus réactionnaires et les plus offensives contre les Palestiniens. Et on l'a vu à chaque fois. Là, aujourd'hui, le contexte est très compliqué parce que l'événement est d'une telle ampleur qu'on ne peut pas encore mesurer, à l'heure où on parle en tout cas, l'impact que tout ça va avoir sur la société israélienne, sur les dirigeants israéliens et également, je pense, sur la cause palestinienne elle-même. Avant de revenir sur des considérations justement sur
le paysage politique israélien. Je pense que ce sera intéressant de peut-être réaborder cette question-là. Moi, j'avais une question parce que vous, justement, vous parlez de crimes de guerre. Vous parlez de crimes de guerre commis par le Hamas, notamment. Il y a aussi des crimes de guerre, certainement, qui sont actuellement commis par l'État israélien. Or, Ce n'est pas certainement, c'est sûr, on le sait c'est sûr, déjà, c'est sûr. les ONG en parlent. Ouais. Et Euh, moi, ce qui apparaît aujourd'hui dans les discours des États occidentaux, c'est plutôt justement de mettre l'accent non pas sur des crimes de guerre, mais bien sur des actes terroristes. Mhm. Aujourd'hui, nous, en Suisse, je pense que c'est un exemple parmi d'autres, le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, se met d'accord pour désigner le Hamas désormais comme une organisation terroriste, au même titre que Daesh, par exemple. Alors, vous n'êtes pas juriste, je ne sais pas si vous aurez des éléments de réponse par rapport à ça, mais pourquoi préférer traiter le Hamas d'organisation terroriste plutôt que de l'attaquer sur des crimes de guerre qui sont reconnus en droit international? Alors effectivement, cette question est une question d'abord pour un juriste, ce que je ne suis pas, mais moi, il y a deux éléments là-dedans que je peux donner comme réponse. Le premier, c'est que de manière factuelle, et les images qui sont diffusées depuis samedi le montrent, venir dans un festival de musique avec de l'assassinat contre des personnes qui sont civiles, aller dans un kibbutz ou un village et éliminer des civils, c'est du terrorisme. Ce qui, moi, m'embête simplement avec le mot terrorisme, et c'est juste le problème que j'ai, c'est que ça nous fait perdre de vue l'idée qu'en fait, ça reste des actes perpétrés dans le cadre d'un conflit sur le temps long. Et ça nous fait oublier que la bande de Gaza, par exemple, a subi depuis maintenant 20 ans 3 opérations particulièrement meurtrières avec 17 ans de blocus qui sont des crimes de guerre également. Et en fait, ça sert uniquement, j'ai l'impression, à employer un terme pour faire écho au 11 septembre 2001 ou à la tragédie du Bataclan en France en novembre 2015. Et ça nous fait oublier qu'en fait, il y a une particularité dans ce qui s'est passé par rapport au Hamas. La particularité, c'est que le Hamas n'est pas un groupe qu'on peut assimiler pour moi à Al-Qaïda ou Daesh, c'est un groupe islamo-nationaliste dont la démarche ne s'apparente pas à du djihadisme international, ça s'apparente davantage à un groupe islamiste qui a un projet nationaliste face au pouvoir colonial israélien. Et on peut évidemment ne pas partager du tout l'objectif du Hamas, qui est les attaques perpétuelles et armées contre l'État d'Israël. Il n'en reste pas moins que c'est une organisation, et c'est mon deuxième point, qui, du point de vue palestinien, fait partie du mouvement national palestinien. C'est-à-dire que quand on va en territoire palestinien, il n'est pas rare de voir les drapeaux du Hamas, non pas par solidarité avec un quelconque massacre perpétré, mais parce que c'est un parti qui a gagné des élections, qui a des députés, qui a des élus, qui a un service politique équivalent à d'autres très grandes organisations politiques. Et c'est toute l'ambiguïté, en fait. Ce point-là qui me semble moins important, c'est que pendant longtemps, de nombreux États ne voulaient pas aller jusqu'à une qualification de terroriste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conscience de ça. Ils avaient conscience que si on voulait trouver une solution à la question palestinienne, il fallait être capable de discuter avec l'ensemble des organisations qui représentent le spectre politique palestinien. Et le Hamas en fait partie. Le Hamas peut être qualifié d'une espèce d'extrême droite ou de droite réactionnaire palestinienne, si on veut faire une espèce de comparaison limitée, mais pour que vous compreniez ce que je veux dire. Sauf que ce qui s'est passé le 7 octobre a démontré et a justifié auprès de plein d'organisations et d'États politiques qu'on ne peut pas discuter avec cette organisation-là. C'est-à-dire que ça a justifié tous les discours qui disent que mouvement national palestinien ou pas, le Hamas est une particularité qui doit être traitée à part. Et puis, il y a l'idée qui revient beaucoup depuis le 7 octobre, qui sera à mon avis à creuser, à discuter peut-être avec plus des spécialistes vraiment des relations fines intra-palestiniennes, c'est le fait qu'en fait le Hamas joue un rôle absolument délétère pour la cause palestinienne et surtout pour empêcher toutes les voix palestiniennes beaucoup plus entre guillemets modérées que représenterait l'autorité palestinienne ou le Fatah de Mahmoud Abbas. Sur ça, moi je suis très sceptique parce que je pense qu'en fait le Hamas est une organisation qui s'inscrit dans le cadre d'une lutte armée globale des Palestiniens et que dans ce cadre de lutte armée globale des Palestiniens, il y a eu le 7 octobre des crimes de guerre qui ont été
perpétrés, mais comme je l'ai dit, qui ne peuvent pas être complètement décontextualisés de tout ce qui s'est passé depuis maintenant presque 75 ans d'affrontement entre Israéliens et Palestiniens. Et surtout, ne peut pas être décontextualisé du fait que la population palestinienne, complètement livrée à elle-même, et pour le coup, notamment dans la bande de Gaza, qui subit une injustice sans que personne ne vienne les aider, eh bien, une organisation comme le Hamas va essayer de faire son beurre en expliquant à la population palestinienne que regardez, nous allons opposer à Israël une résistance armée, puisqu'on va continuer la résistance armée, on n'a jamais lâché la résistance armée. Ce qui, moi, m'interroge quand même, c'est qu'il faut être très clair. Ce qui s'est passé dans plusieurs localités israéliennes, quid du lien avec la résistance armée? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'opposition avec des soldats dans certaines localités, du moins pas à ce qu'on sache actuellement, et donc la question mérite d'être posée. C'est-à-dire la légitimité des actes, premièrement, et deuxièmement, le fait que l'impact que cela va causer sur la cause palestinienne, et je le redis, dans plusieurs sociétés, notamment en Occident, il faut être très clair sur ça, risque d'être, le prix risque d'être énorme pendant un long moment. En tout cas, je le crois. Pour essayer de réfléchir aux débouchés, alors ça va être compliqué vu la situation actuelle, mais on est obligé quand même d'aborder cette question-là. Moi, je vais commencer par citer justement un membre du comité central du Parti communiste israélien, Ephraim Davidi, qui s'est exprimé il y a quelques jours. Lui, il dit, dans cette réalité, il est du devoir des forces saines en Israël, juifs et arabes, de faire entendre une voix forte et claire contre toute tentative d'incitation à la violence à l'encontre de populations entières et de promouvoir l'aspiration à une vie normale, sans occupation, sans discrimination et sans suprématie, une vie de paix, d'égalité et de véritable démocratie pour tous. En gros, ce qu'il dit, c'est la solution devra passer par la fin de l'occupation en Palestine. Du côté de l'Union juive pour la paix en France aussi, on demande une égalité des droits dans la région. Elle appelle les autorités françaises à cesser la sempiternelle référence univoque aux droits d'Israël à la sécurité et à cesser sa collaboration militaire et économique avec cet État colonial. Fin de citation. Sauf erreur pour vous aussi, un appel au calme doit être articulé avec la nécessité de régler la question des droits humains dans la région, c'est-à-dire le droit à la sécurité pour les Israéliens, mais aussi pour les Palestiniens, avec un accès à une forme de souveraineté réelle, un État indépendant et une forme de justice. Euh, donc, selon vous, si la situation reste telle quelle, alors ce seront toujours les groupes armés qui se feront les porte-voix, en fait, de la Palestine, notamment. Il faut replacer le fait que les groupes armés représentent un droit légitime pour les Palestiniens dès lors que ça reste une population colonisée qui a le droit à la résistance. Ça, c'est un principe majeur. Majeur. Dans ce que vous venez de dire là, il me semble surtout qu'il y a un principe qui est élémentaire, qui est que tout appel au calme, au cessez-le-feu, à tout ce qu'on veut, sans prise en compte du règlement de la question palestinienne qui passe notamment par la fin du régime d'apartheid israélien, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, ça ne peut amener qu'à des nouveaux drames tels que cet octobre. Tels que cet octobre. Moi, vous avez cité ici beaucoup de témoignages, notamment celui du Parti communiste israélien. J'ai essayé aussi, moi, de lire des témoignages qui viennent de responsables politiques palestiniens. Et même parmi les plus modérés, il y a, quand je dis modérés, c'est-à-dire des gens qui, depuis longtemps, ont fait le deuil de la résistance armée, considérant que ça n'a plus aucun sens et que ça n'amène plus rien pour les Palestiniens. Et même chez eux, on va lire des propos du genre les Palestiniens ne se réjouissent pas du 7 octobre à la vue de victimes civiles. Il y a un sentiment, au contraire, de se dire que les Israéliens sont confrontés à des drames, à des pertes et à même des humiliations comme les Palestiniens ont pu en vivre pendant des décennies sans que personne ne s'y inquiète. Voilà. Et naturellement que lorsque dans l'histoire palestinienne, Yasser Arafat et l'OLP avaient mis de côté la résistance armée au profit de négociations,
n'oublions jamais que toutes ces générations, dont je pense beaucoup ont participé au 7 octobre, toutes ces générations de Palestiniens qui sont nés après Oslo et qui n'ont grandi que dans une situation où il n'y a ni négociation, ni processus de paix, ni même intérêt de la communauté internationale pour le droit des Palestiniens. Il y a un sentiment profond d'être laissé seul face au rouleau compresseur colonial. Eh bien, ce sentiment-là d'être humilié chaque jour avec, enfin, disons-le clairement aussi, lorsque vous êtes un observateur attentif du Proche-Orient, tous les jours, vous pouvez voir des vidéos d'humiliation faites par des colons, de victimes palestiniennes, de personnes maltraitées à des checkpoints, d'insultes, etc., etc. Tous les jours. Les Palestiniens les voient circuler ces images-là. Voilà, ils connaissent le décompte macabre du nombre de personnes tuées. Tout ça ne peut que faire germer dans la tête de certains esprits l'idée que de toute façon, personne ne s'intéresse à nous. Il faut donc qu'on aille vers une réponse qui soit la plus radicale possible. Et c'est ce qui explique, à mon avis, pourquoi est-ce que depuis un an, on a par exemple dans des villes en Cisjordanie, telles que Jénine, telles que Naplouse ou même Tulkarem, Hébron, on a la reformation de groupes armés, alors que certains n'avaient jamais cessé vraiment, mais de groupes armés qui s'organisent de manière extrêmement stratégique et militarisée parce qu'il n'y a pas d'autre espoir pour eux, en fait. Parce qu'il y a une absence totale d'espoir. Avant de terminer sur cette question, si on veut prendre un exemple qui soit le plus concret possible, vraiment, pour que les gens se comprennent bien ce que je veux dire là. La journaliste Shirin Abu Akleh, qui est également américaine, qui a été tuée par un sniper israélien, la balle est un sniper israélien, lorsqu'elle couvrait des affrontements à Jénine, une opération américaine à Jénine. Elle a été tuée. Il n'y a jamais eu de procès, d'enquête, de justice rendue à elle et sa famille. On parle d'une journaliste internationalement connue. Donc imaginez ce que vivent les familles palestiniennes qui n'ont pas de personnes connues dans leur famille et dont pourtant elles doivent pleurer la mort d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, etc., etc. C'est dans ce contexte-là, en fait, que se passe actuellement Proche-Orient et où naissent évidemment des tentations de plus en plus radicales. Moi, j'aurais aimé justement revenir sur le thème de votre livre, qui est donc l'histoire des gauches en Israël et puis surtout disons, leur statut de plus en plus minoritaire. Votre Ouais. livre, il est sorti en 2021. Depuis, la situation politique en Israël, elle s'est encore dégradée. Je ne sais pas si c'est le bon verbe, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est le bon verbe. Mhm. Comme vous l'avez dit, la situation actuelle risque pas de faire du bien non plus aux forces progressistes en Israël notamment. Là, moi, euh, j'ai cité un membre du Parti communiste israélien qui est un parti absolument minoritaire là-bas. Donc, euh, c'est des voix qui sont inaudibles en Israël à l'heure actuelle, je pense. Totalement. Euh, Ce livre, et ça reste ma conviction, même si moi, je ne cherche pas en fait à influencer les personnes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, je n'ai aucun pouvoir sur ça. Mon analyse, en tout cas, elle se conclut par rapport à cette étude et ce livre que je ne dis pas que la solution passera par, mais je dis que dans le règlement, dans la possibilité d'aller vers la fin de l'apartheid israélien et la possibilité d'aller vers la fin d'un pouvoir colonial en Palestine, ça ne peut passer que par également le fait qu'en Israël, on ait une gauche anticoloniale qui soit, pas forcément majoritaire, parce que sinon je pense qu'on y est encore à la fin des temps, mais qui soit au moins capable d'être influente, d'être forte et de mobiliser. Si on prend juste ce qui s'est passé dans les années 2000, lors du déclenchement de la deuxième intifada, donc en 2000, la grande révolte palestinienne, l'union militariste a été rapide côté israélien, avec le sentiment qu'on fait face à un ennemi commun et donc il faut se souder, il faut se serrer les coudes. Les voix anticoloniales et pacifiques en Israël n'avaient plus aucune raison d'être audibles. Les Israéliens ne voulaient qu'une chose, c'était être en sécurité par tous les moyens possibles, y compris même si ça passe par
des drames humains côté palestinien, mais si ça peut assurer leur sécurité, ça, c'est bon, c'est validé quelque part, quoi. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le 7 octobre dépasse de loin la deuxième intifada. C'est-à-dire que là, on a vraiment, côté israélien, l'idée d'un choc profond où moi, je vois des voix et des gens que j'ai interrogés qui étaient tout à fait sensibles à la question palestinienne et qui étaient de plus en plus ouverts même aux questions d'apartheid, tout ça, qui là, ont fait machine arrière en estimant que on reparlera de tout ça quand le Hamas aura disparu. Voilà. Ce qui, pour moi, est quelque part assez irréaliste du point de vue pragmatique quand on sait ce que c'est que le Hamas en termes de poids politique côté palestinien. Mais passons. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a la mise en place d'un gouvernement d'urgence en Israël. Gouvernement d'urgence et de guerre. Comment se positionnent les différents partis, notamment de ce qu'on appelle la gauche? Eh bien, la gauche dite coloniale, c'est-à-dire les partis travaillistes notamment, c'est comme au lendemain de la seconde intifada, complètement rangé dans le camp militariste, immédiatement. D'ailleurs, sans beaucoup de nuances, hein, il faut être très clair sur ça. Et avec elle, eh bien, toute une partie des héritiers du camp de la paix qui étaient aussi très proches de la gauche dite coloniale, ou qu'on peut aussi appeler la gauche sioniste, en soutenant l'idée qu'il faut une grande opération terrestre sur la bande de Gaza pour éliminer vraiment le Hamas. La gauche anticoloniale existe toujours évidemment, elle a ses structures militantes, mais c'est certain que là, sa capacité à être audible va être compliquée, va être de moins en moins même influente auprès des Israéliens. Et je dis ça en prenant la mesure de mes paroles, c'est-à-dire que on a vécu 40 semaines de mobilisation en Israël extrêmement intense, où, à mon avis, la contestation du modèle que représentait Netanyahou a été comme jamais contestée. Et il faut reconnaître que pendant ces 40 semaines-là, on n'a jamais vraiment vu une percée importante des idées de la gauche anticoloniale, que ça soit l'égalité pour tous ou que ça soit le fait de considérer la colonisation et l'occupation comme des priorités. Donc comprenez bien que ce n'est pas après ce qui s'est passé le 7 octobre et les crimes de guerre perpétrés sur le sol israélien que cela va amener une quelconque remise en question côté israélien, ni même une capacité de la gauche anticoloniale à être audible. Dans ce que je vois pour l'instant et dans ce que j'entends pour l'instant, il y a un peu deux sons de cloche dans cette gauche anticoloniale. On a évidemment toujours les mêmes lignes politiques qui sont maintenues, mais avec certains qui parfois sont vraiment déboussolés. C'est-à-dire avec l'idée que on ne peut plus considérer notre lutte comme avant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que au sein de cette gauche anticoloniale, il y a toute une partie qui a fait un long travail intellectuel en Israël et d'influence pour faire comprendre que le Hamas faisait partie du mouvement national palestinien, que sans être des alliés politiques de leur point de vue à eux, eh bien, on ne peut pas faire sans eux parce qu'ils représentent aussi une partie des voix palestiniennes. Sauf que comment soutenir ça en Israël après 7 octobre? Et donc, eux considèrent que là que leur lutte est à redéfinir, sans remettre en question l'importance du droit des Palestiniens, mais leur lutte est à redéfinir. On a également vu certains mettre des messages sur les réseaux sociaux qui sont très clairs, du style qu'ils ne pourront pas continuer à travailler avec des partenaires palestiniens s'il n'y a pas une condamnation clairement des actes perpétrés le 7 octobre. Eux, en gros, estiment qu'ils passent leur temps à être attentifs au sort des Palestiniens, etc. Enfin, c'est ce qu'ils expliquent, hein, au sort des Palestiniens, aux crimes perpétrés contre les Palestiniens, et que là, on a dépassé l'entendement le 7 octobre et que du coup, il faudrait qu'il y ait également des propos clairs de leurs partenaires palestiniens. Après, il y a une autre tendance qui est celle d'une gauche anticoloniale peut-être plus conséquente politiquement, peut-être aussi plus armée intellectuellement, qui, elle, au contraire, estime que c'est un drame ce qui s'est passé le 7 octobre, on aura du mal à s'en remettre, mais ça ne doit pas nous étonner. Et ça doit même nous interroger sur le fait qu'on avait peut-être minimisé même l'impact des politiques de notre pays sur les Palestiniens. Et des propos, par exemple, que j'ai entendus qui résonnent. Par exemple, l'idée que la bande de Gaza aurait été traitée de manière monstrueuse par Israël, et donc ce n'est pas illogique que des monstres en sortent. Voilà. L'idée que, quelque part, ce qu'on vient de vivre le 7 octobre
au-delà de tout le drame que ça représente, eh bien, ça illustre aussi pendant quelques heures ce que les Palestiniens vivent depuis tant d'années, c'est-à-dire l'idée d'être des proies faciles face à des personnes armées. Je ne sais pas comment tout ça se terminera. Je sais simplement que là, s'il y a un point qui fait consensus au sein de cette gauche anticoloniale, un seul, du moins, c'est les appels récurrents à soutenir les familles des otages qui demandent des négociations rapides pour la libération des civils, notamment femmes et enfants. Ce que pour l'instant, à ma connaissance, le 12 octobre en tout cas, le gouvernement israélien, y compris le gouvernement d'urgence, estime que ce n'est pas l'heure, malgré la tentative de médiation qui vient. Alors j'ai entendu Égypte, j'ai entendu Qatar aussi, c'est un peu compliqué à tout savoir, mais que bon, le Hamas serait d'accord potentiellement à libérer des otages civils à condition qu'il y ait une libération également de prisonnières palestiniennes. Pour l'instant, en tout cas, tout reste en suspens. Et une source égyptienne annonçait il y a 2 jours maintenant que l'armée israélienne est en train de préparer un plan de guerre sur plusieurs mois, ce qui annonce vraiment une opération d'ampleur et de profondeur. Merci Thomas Vescovi, on va se quitter là-dessus, si ça vous va, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Merci à vous. On pourra toujours rediscuter au vu de l'évolution des événements. Alors bien volontiers, ouais. On reste en contact et puis ben, merci pour votre disponibilité Merci à vous. et une bonne fin de journée. Merci Au à vous aussi. Au revoir. revoir.